Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur le plateau de Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Oui, c'est le titre en entier, Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Bienvenue sur le plateau d'APE, cette émission, la seule émission hebdomadaire pour l'ensemble de l'océan Indien, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, on va parler alimentation et agriculture. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'à Mayotte, on a une alimentation déséquilibrée ? Alors, on a une alimentation qui tend vers le déséquilibre, puisqu'effectivement, on peut constater à la fois de la malnutrition et à la fois de la nutrition en excès. Est-ce qu'on peut mieux manger à Mayotte ? Moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler alimentation. On a souvent oublié ce qu'est une alimentation équilibrée, nous laissant séduire par une consommation dont les mérites sont vantés dans les pubs télé, alors que d'autres souffrent de sous-nutrition. Le pouvoir public agit et tente de remettre dans la tête des plus jeunes les gestes de base pour bien manger lorsque cela est possible. Notre équipe est allée sur le terrain à la rencontre des professionnels qui font bouger les lignes sur le plateau. On aura Bertrand Vibrecht, directeur de la DAF. On aura également Atoumani Wassoatou, secrétaire de la Confédération paysanne, et Laïla Timadi, cadre infirmière dans les PMI au conseil départemental. Nous aborderons la question des conséquences de la malnutrition dans ses excès et ses carences, et nous verrons que les agriculteurs mahorais agissent pour mettre en avant des produits sains. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena pour découvrir quelques chiffres afin de nous convaincre. Entre gâchis alimentaire et malnutrition, nous avons perdu nos repères pourtant essentiels. Bien manger, ça veut dire quoi à Mayotte ? Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Outoumani Saïd. La malnutrition est un état pathologique causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments. Elle entraîne des formes de dénutrition ou de surpoids qui représentent une importante menace pour la santé des personnes. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, près de 2 milliards d'adultes sont en surpoids, 150 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance, tandis que 29% des femmes en âge de procréer sont anémiées. À Mayotte, la malnutrition gagne du terrain ces dernières années. La PMI de Kaweni prend ainsi en charge quotidiennement des enfants souffrant de dénutrition, avec les risques que cela comporte. Ça peut être au niveau de la croissance, au niveau aussi du développement cérébral, puisque la période de l'enfance, c'est là où tout se construit. Après, quand ils arrivent à l'école, ça peut être aussi des manques d'attention à l'école, des difficultés à se concentrer, et puis ils vont être très souvent malades. La malnutrition peut être liée à une sous-nutrition ou à une alimentation déséquilibrée. Si les enfants sont particulièrement touchés, une étude datant de 2008 révèle que 79% des femmes et 52% des hommes adultes sont en surpoids ou obèses à Mayotte. Afin de lutter contre ces fléaux, la PMI organise des ateliers pour sensibiliser les parents. Sur tout ce qui est l'alimentation équilibrée, on fait des animations, on essaie de sensibiliser aux parents qu'est-ce que c'est un repas équilibré, et en collaboration avec les infirmiers et les médecins, tous les jours on fait des animations. En parallèle des PMI, l'IREPS en collaboration avec la mairie et le GVA de Tsingoni sensibilise les élèves dans les écoles afin qu'ils connaissent les causes de la malnutrition. L'une des dernières causes, c'est qu'on préfère les hamburgers et les pizzas aux fruits et légumes. On préfère réfléchir en envie plutôt qu'en besoin. Se nourrir à l'envi au détriment des besoins, couplé au manque d'activité physique, cela peut rapidement virer à la malnutrition. C'est pour cette raison que l'IREPS intervient auprès des plus jeunes, mais également des parents, afin que chacun apprenne à mieux manger. L'objectif avec les enfants, c'est vraiment d'avoir un projet sur l'alimentation qui touche à la fois la production, mais également les acteurs locaux, et qui touche vraiment le bien-être, le corps humain, la croissance. Et on aimerait dans ce projet intégrer les familles, intégrer également les différents acteurs de l'île, ce qui nous permettra d'avoir un panel de réflexion et d'action qui permettront aux enfants et également à leurs familles
de pouvoir avoir une alimentation saine, équilibrée et d'avoir des bons réflexes, des réflexes qui leur permettront d'être en bonne santé. Autre particularité locale, si nombreux sont ceux à souffrir de sous-nutrition, le gaspillage est monnaie courante. En effet, 56% du contenu de la poubelle mahoraise est fait de déchets alimentaires. On produit beaucoup de déchets fermentescibles parce qu'on consomme au quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Il faudra qu'on cherche à réfléchir sur comment traiter ces déchets-là, parce qu'on peut traiter sur plusieurs façons au niveau local. Soit tout simple, ça peut être enfoui, ou sinon on peut les valoriser, on peut faire du compostage avec. Ce gaspillage a des conséquences sur la gestion des déchets et donc sur l'environnement. Si mieux manger rime avec bonne santé, cette notion doit également rimer avec le respect de Mère Nature, celle-là même qui nous nourrit. Retour sur le plateau d'APE. Bravo pour ce reportage de Pierre Bellucci et son équipe. On va présenter nos invités. Ils sont nombreux sur le plateau. Honneur aux dames avec Laïlati Madi, cadre infirmière PMI. Laïlati, bonjour. Bonjour. Honneur aux dames toujours avec Anne-Constance. Bonjour Anne-Constance du cabinet Incidence. Bonjour Patrick. Et puis, on continue avec Atoumani Ouassoa. Il est secrétaire général de la Confédération Paysanne. Atoumani, bonjour. Bonjour. Et puis, enfin, Bertrand Vibrèche, que l'on connaît bien sur ce plateau, le directeur de la DAF. Bertrand, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, si vous êtes d'accord, Bertrand. Peut-on réellement parler de gaspillage alimentaire ici à Mayotte, alors qu'on est dans l'une des RUP les plus pauvres ? Alors oui, en fait, il y a du gaspillage alimentaire, mais pas dans les mêmes proportions qu'en métropole. C'est-à-dire que à l'échelle nationale, on estime que le gaspillage alimentaire, c'est 30 kilos en gros par habitant et par an. Où ça, en métropole ? Oui, ou à Mayotte. Ouais. En métropole. En métropole, ouais. Ouais. 30 kilos par habitant et par an. Ouais. Or ici, petite anecdote, je suis arrivé ici, je me suis préoccupé du gaspillage alimentaire à la cantine de Coconi, au lycée agricole. J'ai dit voilà, dans les établissements d'enseignement agricole de métropole, on met en place des programmes pour, je dirais, sensibiliser les jeunes qui mangent à la cantine au gaspillage alimentaire et au tri de ce qui sort de la cantine, etc. Ouais. Et donc je me suis dit, est-ce que quelque chose est fait au lycée agricole de Coconi ? Et là, tout le monde a bouffé de rire en me disant, mais Bertrand, il reste rien dans les assiettes à Coconi. Et oui. Voilà. Donc on est dans une situation qui est quand même différente, oui. Mais on a quand même des modes de consommation qui évoluent rapidement et qui vont, si on n'y fait pas attention, entraîner une augmentation du gaspillage alimentaire, notamment parce qu'on va changer de type de consommation. On va consommer plus de fruits et légumes qui sont des denrées périssables, on va consommer plus de poissons et de viande qui sont des denrées périssables, et le fait de passer à des aliments qui sont plus périssables, forcément, si on n'y fait pas attention, ça augmente le gaspillage. Atoumani, vous qui êtes secrétaire de la Confédération paysanne, quand on entend effectivement ces rejets, ces déchets alimentaires, ça vous met hors de vous ? Tout à fait, surtout dans un pays, étant donné qu'on se dit musulman. Oui. Donc ça m'inquiète déjà. C'est vrai. Et secondo, pour un pays qu'on se dit pauvre et qui ait autant de gaspillage, est-ce qu'il y a un problème quelque part, quoi. Ouais. On va en parler de ce problème. On est au sein d'APE. On va aborder évidemment toutes les questions. Laïlati Madi, en tant que cadre infirmière, vous, quand la malnutrition touche tous les milieux, quand elle se manifeste dans les milieux pauvres, comment vous réagissez ? Alors en fait, il faut savoir que nous, à la PMI, par exemple, la population qu'on reçoit est à 90% en précarité. Ouais. Donc la problématique de la malnutrition et du déséquilibre alimentaire, on sait ce que c'est parce qu'on voit des enfants tous les jours qui en sont concernés. Je voudrais juste qu'on précise, parce qu'on dit souvent malnutrition. Ça veut dire quoi avec ces images que l'on a en tête des pays voisins en Afrique avec des enfants qui sont tout maigres? Est-ce que c'est ça que vous voyez ou vous vivez ou autre chose? Déjà, je reviens juste sur un truc pour expliquer ce que c'est le déséquilibre alimentaire. Le déséquilibre alimentaire, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre dans la qualité de ce qu'on mange et dans la quantité. Et en fait, il y a l'équilibre, soit il est en déséquilibre dans l'excès,
ou en insuffisance. D'accord. Donc c'est important de le dire parce que en fait souvent on parle que de la dénutrition, donc la malnutrition, etc. Oui. Mais on parle pas aussi de l'excès quand on est dans l'obésité, etc. Donc nous à la PMI par contre, on a des enfants qui sont dans la suralimentation, donc l'excès, l'obésité, etc. Mais dans la majeure partie des cas, c'est plutôt des enfants qui sont en dénutrition. Donc nous, on a, quand vous parlez de l'Afrique, des enfants comme ça, là, on parle du marasme, de ça, on parle du kwashiorkor. Allez-y. On parle du kwashiorkor. C'est quand il y a une alimentation qui est faible en protéines. Et sinon, un déséquilibre qui est mixte, qui mélange un peu de tout. Là, il a dit, la malnutrition, on la trouve aussi dans les milieux favorisés ? Oui, bien sûr, on la trouve. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il faut expliquer aujourd'hui, que en fait, la malnutrition, on la trouve dans les deux milieux, les favorisés, les moins favorisés. Parce qu'en fait, quand on est dans le milieu favorisé, on est dans la suralimentation et on mange un peu de tout et de n'importe quoi, on consomme. Dans l'autre cas, on n'a rien. On prend ce qu'on trouve, voilà. Bien sûr. Bertrand, malnutrition, c'est quoi ? Carence ou excès ? Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. C'est un peu ce qu'expliquait Laïla déséquilibre par rapport aux besoins de l'individu qui consomme. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une échelle dans l'excès, une échelle dans la carence ? Oui, il y a des échelles. Alors, les échelles, ça relève du niveau médical. C'est le médecin qui est capable de dire si on est simplement en surpoids, si on est en situation d'obésité, etc. Donc oui, ça se mesure. Ça se mesure. Et la malnutrition en déficit aussi d'alimentation sur les jeunes enfants, ça se mesure également. Là, il a dit, quel conseil on peut donner ? Allez, imaginons, j'ai envie de passer en cuisine, j'ai envie de faire un peu de cuisine, et je voudrais pas tomber dans le registre de la malnutrition. Quel conseil vous pouvez me donner ? Alors, à part de venir manger chez vous, bien évidemment. Alors, en fait, moi, je pense qu'il faut privilégier, quand on cuisine, il faut privilégier vraiment tout ce qui est à l'eau. Il faut privilégier tout ce qui est grillade et éviter le maximum tout ce qui est friture. Et chercher des aliments, il faut qu'on soit dans les légumes, des aliments, en fait, qui sont sains et qui nous apporte tous les aliments, tous les nutriments nécessaires à notre organisme. Atoumani, Laïlati parle de légumes. Chez nous, on a les breads, on a le mourange, on a tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça apporte véritablement à notre alimentation ? Jusqu'à présent, en fait, tout ce qui mangeait, moi-même je suis végétarien pour vous dire, je mange que des fruits et des légumes, j'ai pas de souci de carence, tout simplement, déjà je mange ce que je produis moi, question d'assurance. Mais aussi. Vous êtes sûr de ce que vous mangez comme ça ? Parce que quand je suis arrivé ici, tout était traité, je mangeais ça, j'étais malade, donc du coup il fallait arrêter quoi. Et je comprends donc du coup les Mahorais, ceux qui ont les moyens, ils peuvent se permettre d'acheter des bonnes choses, c'est-à-dire des aliments sains. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont recours à ce qu'ils peuvent trouver au bord des routes. Voilà, c'est ça malheureusement. Et moi je vois ça chez moi. Par contre, au niveau de la production, l'agriculteur local, il fait son nécessaire. Seulement le Mahorais, le consommateur local, il va vers le moins cher. Donc, évidemment. Là, il a dit, c'est quoi les conséquences ? Pardon ? C'est plus question de qualité, là. Ah oui, bien sûr. Il y a une histoire de prix, tout simplement. Quelles sont les conséquences pour le développement d'un enfant quand on souffre de malnutrition ? Alors, les conséquences sont multiples, mais il y en a qui sont prioritaires à dire aujourd'hui. Un enfant qui est malnutri, déjà, il est vulnérable, il est affaibli et sujet à infection. Donc, il va attraper des infections plus rapidement. Et il va pas se développer de manière donc, il est moins protégé, Il est moins protégé, déjà. Et la croissance se fera de manière plus lente. Il sera moins épanoui, moins harmonieux qu'un enfant qui est bien nourri. Comment vous agissez dans les PMI quand vous rencontrez ce type de cas ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors nous, il y a deux sortes. Soit les enfants, on les dépiste nous à la PMI. Donc comme disait tout à l'heure monsieur le directeur, en fait, quand les enfants y viennent, on sait comment dépister. Il y a des chiffres, il y a des mesures, il y a des actes qui se font qui fait qu'on sait quand un enfant est malnutri. Ce qu'on fait, premièrement, on dépiste. Si l'enfant n'est pas malnutri, n'est pas dans la zone sévère, on le suit en PMI.
Donc, on voit l'enfant une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Sinon, si l'enfant est au stade sévère, on l'adresse en pédiatrie et il est suivi au CHR. Atoumani, qui dit enfant dit école. Qui dit école dit goûter. Et quand on regarde, alors peut-être pas partout, mais d'une manière générale, quand on regarde les goûters de nos gamins, pardon, mais on a l'impression qu'en termes de déséquilibre, là, il y a ce qu'il faut. Alors qu'on a des pommes, des oranges, pourquoi on n'arrive pas à faire des goûters pour nos gamins déjà équilibrés à la base ? C'est la question à se poser parce que je pense Bien dans le micro. C'est la question qu'on se pose justement parce que je ne comprends pas déjà le fait qu'à la cantine à Mayotte, on sert des pommes alors qu'on a des fruits locaux qui pourrissent sur les champs. Donc c'est déjà incompréhensible qu'on importe de la pomme qui aurait fait je ne sais pas combien de milliers de kilomètres pour arriver dans les mains d'un enfant ici, alors qu'on a les bananes, on a les papayes, on a les mangues. Et qui pourrissent sur les arbres. Pourrissent sur les arbres. Bon, en même temps, on a des agriculteurs qui nous disent non, les fruits n'ont pas le temps de pourrir, ils sont mangés par les rats. Ça arrive. Si. Les rats, ils sont là, comme les maquis, quoi. Chacun gagne sa part. Hein. Mais moi, je dis il faut qu'il y ait concertation auprès des agriculteurs et pour ce qui concerne surtout la scolarité. Quoi. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a des choses à faire. Bertrand Vibrèche, vous êtes le directeur de la DAF. Des ateliers alimentaires, des jardins potagers sont proposés dans les écoles pour apprendre aux enfants les gestes nutritionnels. Comment ça se passe au quotidien avec les gamins ? Qu'est-ce qu'on leur apprend ? Qu'est-ce qu'on leur explique comme type de geste ? Déjà, on leur apprend, je dirais, à consommer des fruits et des légumes locaux. C'est une première chose. Ensuite, on leur apprend d'où ça vient. C'est important, effectivement, de leur donner des infos sur la façon dont ça pousse, la façon dont on les produit. Alors, c'est vrai que les gens sont moins éloignés de ça qu'en métropole, où on a beaucoup de petits urbains qui ne savent plus comment poussent les pommes, comment poussent... à Mayotte, on n'en est pas là. À Mayotte, on n'en est pas là. Voilà. Mais de leur apprendre à consommer local, c'est très important parce que quelque part il faut redonner de la valeur à la production locale. Voilà. Et donc ça c'est important et je pense que c'est des actions qui ont un effet après sur les parents. C'est-à-dire que au niveau de la cuisine peut-être. C'est-à-dire que quand les gamins rentrent chez eux et racontent ce qu'ils ont vu à l'école, quand les gamins, accompagnent les parents quand on va faire les courses, etc. Ils sont quand même susceptibles, je dirais, d'apporter ce qu'ils ont appris à l'école et de modifier progressivement les pratiques à l'intérieur de la famille. Il ne faut pas le négliger. On est quand même dans une société qui évolue rapidement, où les enfants ont la chance d'acquérir des niveaux de formation que n'avaient pas forcément leurs parents. Et donc je pense que les parents donnent de la valeur aussi à la parole des enfants qui ont la chance d'étudier, qui ont la chance de ramener des choses de ce qu'ils apprennent à l'école. Et donc c'est un bon véhicule pour faire changer, je dirais, les habitudes des familles. Bertrand, quelles sont les conséquences d'une alimentation trop riche sur la santé ? Une alimentation trop riche, c'est l'obésité, c'est le diabète. C'est essentiellement ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a 2 volets. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec le système de santé, on est sur une campagne de communication sur manger, bouger. Ça veut dire à la fois manger mieux et puis aussi bouger, faire plus d'exercice physique. C'est le pendant. Il faut aussi développer les activités physiques pour rééquilibrer la ration. Une question pour tout le monde. On est tous parents, on a tous la télévision. Et nos gamins regardent des publicités. Et comment arriver à dire non à nos gamins à un produit qui est hyper bien fait pour être vendu à mon gamin et il veut ce produit ? Comment je peux, moi, lutter contre ça ? Là aussi, pour nous, les parents, c'est compliqué. Qui peut répondre à ça ? Bertrand ? Alors je voudrais mettre en valeur un dispositif qui est en train de se développer, qu'on appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, en fait, ça consiste à faire en sorte que sur l'étiquette d'un produit, on ait toutes les informations qu'il y a aujourd'hui, mais qui sont difficiles à comprendre parce que y a le taux de lipides, le taux de glucides, il y a le pourcentage de vitamine A, etc. Les étiquettes sont hyper compliquées à comprendre aujourd'hui. Donc le Nutri-Score, c'est de dire, on va mettre sur chaque produit, en fait, juste une lettre A, B, C, D, E,
avec la lettre A et la couleur verte pour les aliments qui sont plutôt bons pour la santé parce qu'ils sont riches en fibres, ils sont riches en protéines, ils sont pauvres en sucre, ils sont pauvres en lipides. Donc voilà. Et puis la lettre E pour les aliments les pires, les plus riches en sucre, en graisse, du style certaines pâtes à tartiner. Bien sûr. On ne citera pas ici. Rapide. Voilà. Donc ce dispositif est en train de se mettre en place. Là, actuellement, au Parlement, les sénateurs sont en train de discuter de la généralisation de ce dispositif. Ah oui, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Donc il y a une vraie prise de conscience de ce truc-là. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que A, B, C, D, E sur un produit, c'est forcément réducteur, je veux dire. Alors, on ne sait pas comment va être classé, par exemple, le miel. Le miel, c'est très bon, c'est bon pour la santé, mais c'est plein de sucre. Donc voilà. Donc, c'est un peu compliqué, je dirais, pour utiliser, mais ça permet au moins de classer les produits. C'est-à-dire que quand on achète un paquet de céréales pour ses enfants, pour le matin, le petit déjeuner, on peut comparer les différents paquets et voir s'il y a des céréales qui sont plutôt classées en A et d'autres qui sont plutôt classées en C, et puis prendre plutôt celles qui sont en A. On a bien compris. Atoumani, j'aimerais qu'on revienne sur le gaspillage. Vous disiez tout à l'heure, on est dans un pays musulman, le partage, etc. Oui, mais on est aussi dans un pays de tradition, de culture. Quand je regarde les mariages, regardez la quantité de nourriture qui est faite pour un mariage. Et le gaspillage qui est fait aussi. Là, pour le coup, quand on dit qu'il reste rien dans les assiettes, c'est pas vrai. Il y a du gaspillage pour les mariages. Comment on peut lutter contre ça ? Est-ce qu'on a le droit de lutter contre ça déjà ? Je pense si, on a le droit peut-être, mais ça va être la guerre avec les gens qui tiennent à ça, cette culture-là. Ça va être compliqué, oui, parce qu'avant, moi je me rappelle dans mon enfance, il y avait ce qu'on appelle les haroussis. Les haroussis, ça n'a rien à voir avec les manzarakas d'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas autant de gaspillage. Pour un haroussi, on tuait, je crois, un zébu pour la fin le dernier jour du mariage. Et on mangeait tout, jusqu'à la peau. Jusqu'à la peau. Et ce qui restait, c'était partagé avec la famille. Il n'y avait pas autant de boissons là. Aujourd'hui, c'est des cartons, des camions de boissons qui sont posés devant les plateaux manzaraka. Et des boissons, c'est pas forcément de l'eau, c'est des sodas souvent. Donc les gens, quand ils boivent beaucoup de ces boissons sucrées-là, ils n'ont plus envie de manger. Donc, ce qui fait le gaspillage commence à partir de là. Donc, si on ne compte pas les gens, si on ne délimite pas le nombre de personnes d'invités dans les trucs comme ça, ça ne va jamais s'arrêter. Ou je sais pas quoi. Laïlati, la restauration scolaire va se développer, ça on le sait, tout le monde l'a dit sur ce plateau à plusieurs reprises, dans les médias on le lit. Est-ce que on va pouvoir se mettre dans le bon engrenage ? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de la mise en place de cette restauration scolaire pour prendre les bonnes habitudes ? Moi, je pense il faudrait qu'il y ait une réelle communication sur le terrain, qu'il y ait, je trouve, des ateliers ou des groupes. Il faut vraiment qu'on soit auprès de la population pour expliquer, pour communiquer. Moi, je pense qu'il faut de la communication tout le temps pour justement parler des bonnes habitudes à prendre et profiter de cette occasion pour intégrer les bonnes habitudes à prendre dans la restauration. Atoumani, est-ce que nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs se préparent correctement pour répondre à ces besoins qui sont là, qui vont arriver avec notamment la restauration scolaire ? On attend juste la concertation que ça se fasse auprès des agriculteurs, justement. Mais est-ce qu'on est prêt au niveau des agriculteurs ? Est-ce qu'on a la quantité suffisante pour alimenter les écoles ? Pour l'instant, pour tout ce qui est de fruits, en tout cas, la quantité est liée. Pour tout ce qui est des légumes aussi, je dirais il y est. Seulement, il n'y a rien qui est mis en place. Bertrand, là, clairement, il y a un message. La coopération, plutôt la coopérative, excusez-moi, coopération, c'est un mot aussi à la mode, mais là où les coopératives, c'est peut-être la solution pour les agriculteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des organismes intermédiaires, en fait, qui fassent en gros le lien entre l'agriculteur et la cantine pour discuter des problèmes de qualité de ce que demandent les cantines, parce qu'ils ne demandent pas forcément un produit brut, mais il faut peut-être un premier niveau de transformation. Et puis surtout, il faut travailler sur l'adéquation régulière entre l'offre et la demande, parce que le problème, c'est souvent la régularité. C'est-à-dire qu'une cantine, il faut que ça marche pendant toute la période scolaire. Ça s'arrête pendant les vacances. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail de planification de la production à faire avec les agriculteurs pour arriver effectivement à faire le lien et à servir les cantines à partir de la production locale. Elle est avec nous, on va en profiter, on va essayer d'avoir des chiffres. Anne-Constance Anguena, en 2017, combien les habitants de Mayotte ont-ils jeté à la poubelle de nourriture ? Est-ce qu'on a ce chiffre ? Oui, on a ce chiffre puisque l'ADEME a fait une
caractérisation. Je parle bien de Mayotte, hein, Bertrand nous a parlé tout à l'heure de métropole. Là, Mayotte. Je parle de Mayotte et l'ADEME a fait l'an dernier une caractérisation des déchets, c'est-à-dire à compter type par type les déchets qui étaient dans les poubelles de Mayotte. Et il y a, en 2017, 8130 tonnes de déchets alimentaires qui ont été jetés dans les poubelles. Ça veut dire quoi, Anne-Constance? Qu'on a eu plus de 8000 tonnes de déchets alimentaires, c'est-à-dire de l'alimentation qui aurait pu servir des gens? Ah oui, et puis 8130 tonnes, ça fait beaucoup quand on le dit comme ça. Oui. Mais si on compare à des choses qu'on connaît, hein, un repas en moyenne pèse 200 grammes, qu'il soit équilibré ou pas. Oui. La moyenne acceptée, c'est 200 grammes. On a jeté 8130 tonnes et juste pour info, une barge pèse 500 tonnes. Ah oui, d'accord. C'est juste comme ça pour remettre un chiffre énorme dans un contexte, en fait. Atoumani parlait tout à l'heure de soda et ce type de produits. On en consomme combien de ces boissons sucrées à Mayotte par an? 50 litres en moyenne par habitant par an. Alors, oui, 50 litres par personne? Par personne, oui. Mais ce n'est pas le pays le pire, la France. Hein. Le pire, par exemple, le plus gros consommateur de boissons sucrées dans le monde, c'est le Mexique, avec 146 litres de boissons sucrées par habitant par an. Les Mexicains, on s'en fout un peu. Mais à Mayotte, on boit 50 litres, ça veut dire pratiquement 1 litre de soda par semaine. Quasiment. Oui, mais quand vous regardez, c'est beaucoup, quand vous déjeunez le midi ou que vous dînez le soir, vous avez systématiquement une canette de 33 centilitres de boisson. Souvent, il y a des offres promotionnelles qui font que la canette devient 50 centilitres. Donc, on arrive facilement à 1 litre de boisson sucrée par jour. Ça explique aussi peut-être le taux de diabète? Le taux de diabète, puisque vous me le demandez. Il y a une personne sur 10 aujourd'hui, chez les moins de 30 ans, qui souffre de diabète. Sans le savoir en plus, le taux de prévalence du diabète à Mayotte est de 10,5%, alors qu'il n'est que de 4,5% en métropole. Combien d'enfants, j'aurais pu poser la question à Laïati, mais combien d'enfants de Mayotte souffrent de sous-nutrition? Je ne parle pas de malnutrition, mais de sous-nutrition. 7%. C'est énorme. C'est énorme. On est dans un territoire quand même de l'Union européenne, vous le disiez tout à l'heure, la 5e puissance économique mondiale. Et 7% de nos enfants à Mayotte souffrent de malnutrition et auront donc des conséquences durables pour leur vie, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté tout à l'heure, mais quand un enfant est mal nourri, il a moins de capacité intellectuelle qu'un autre, et donc se développe moins bien qu'un autre, a moins la faculté d'apprendre à l'école et donc de s'en sortir dans la vie. Dernière question pour vous tous, et peut-être pour vous, Laïlati. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Donnez-nous un message d'espoir, un côté positif. Je voudrais terminer cette émission avec du positif. Le travail que vous faites au quotidien dans les PMI démontre à quel point ce que vous faites est important. Mais est-ce que les habitudes qui sont prises, les mauvaises habitudes qui sont prises, il faudra combien de temps pour qu'elles disparaissent? Et qu'on retrouve les habitudes de Atoumani, par exemple? En tout cas, concernant la PMI, je sais que d'ailleurs actuellement il y a un travail, une réflexion qui est en cours entre l'ARS et le conseil départemental, justement pour la valorisation des aliments locaux. Pour qu'on revienne justement à ces bases. Moi, je pense que tout n'est pas perdu. Encore une fois, je reviens sur la nécessité de communiquer, d'expliquer. Dans les établissements scolaires, partout, à chaque opportunité qu'on la saisisse pour rappeler tout le temps la nécessité. Et je reviens juste pour dire, je suis entièrement d'accord avec vous sur les conséquences concernant le diabète, mais il y a aussi l'hypertension artérielle aussi qui est liée au déséquilibre alimentaire, à la mauvaise alimentation. Laïlati, merci. Bertrand, merci une nouvelle fois. Anne-Constance, évidemment, merci. Merci à Toumani, merci à vous tous et à vous toutes d'être venus sur le plateau de Agir pour l'environnement. Oui, c'est possible. Elle l'a dit. On a le droit d'y croire. En tout cas, moi, j'y crois. À très bientôt sur le plateau d'APE. Salut.